Vous écoutez le grand débat, issu de l'émission S801 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 14 mars 2024. Cette émission vous est présentée par MPB, qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le photographe Marc Daviet pour cette grande masterclass sur la photographie en haute montagne. Alors Marc, on l'a évoqué dans ta présentation, tu es spécialisé dans la photographie de sport de haute montagne et de paysage. Mais avant d'être photographe, tu es aussi un grand spécialiste de la montagne et un grand sportif. Est-ce que tu peux nous expliquer finalement pourquoi tu t'es spécialisé dans la photographie alors que tu avais déjà tout ce qu'il fallait ? Alors oui, en fait c'est un petit peu étonnant. Mon parcours, en fait je suis pas arrivé à la photographie comme ça, d'alpinisme du jour au lendemain. Donc dans les années 80, fin de 90, donc 97 même exactement, en fait j'ai monté une salle d'escalade sur Annecy. Et donc pendant 12 ans, voilà, j'ai géré cette salle avec un collègue. Et vu que je grimpais vraiment beaucoup à cette époque, je me suis retrouvé en fait avec énormément de grimpeurs, dont des athlètes d'assez haut niveau. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à faire de la photographie avec eux comme ça voilà, pour mon plaisir. Euh, et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à vendre quelques photos pour certains de leurs partenaires. Voilà. Et je suis tombé en fait là-dedans de cette manière. Et là, on vient de parler un petit peu des photographes que tu admirais. Tu as cité un Vincent Munier, par exemple. Là, on parle d'escalade. Comment tu définirais un petit peu ton boulot, ta patte photographique ? Alors, ma patte photographique, c'est vrai que je ne vais pas obligatoirement chercher à rendre vraiment l'action avant tout. Je suis presque plus intéressé en fait à faire de la photo de paysage avec quelqu'un qui pratique une activité à l'intérieur de ce paysage. Voilà. Donc, on fait de la montagne, on est tous amoureux vraiment de l'environnement dans lequel on évolue. Et c'est vrai que pour moi, c'est quand même vraiment important de mettre ça en avant. Donc, c'est vrai qu'au niveau de mes cadrages, j'essaye toujours quand même que le paysage prenne une grande part de l'image. Quitte à ce qu'on voit un petit point coloré, Voilà, un petit point rouge pour donner l'échelle. Ouais. Donc, le personnage est important parce que c'est lui qui va raconter l'histoire. Mais voilà, j'aime bien qu'il y ait le paysage avant tout. Est-ce que tu peux quand même nous parler un peu de ces disciplines un peu extrêmes, sportives que tu photographies? Parce que c'est des choses qui font un peu rêver tout le monde, qu'on soit un très grand sportif comme moi ou pas du tout sportif. Oui, c'est sûr que c'est des activités que tout le monde ne pratique pas. Donc, quand on voit des photographies d'une personne pendue au milieu d'une paroi de 500 mètres, c'est sûr que ça peut parler à certaines personnes, à d'autres pas d'ailleurs. Des fois, ça fait peur même. On Mais peut voilà. être traumatisé par un mur de 17 mètres au lycée. Hein. Je ne citerai pas de nom, mais voilà, ça arrive. Ah oui, ça, il n'y a pas de problème, quoi. Mais oui, voilà, qu'en fait, c'est un petit peu ce côté extraordinaire et magique, en tout cas de la verticalité. Moi, je me définis plus comme un photographe de la verticalité, c'est un petit peu ma spécialité. Alors, je suis photographe de montagne, mais c'est vrai que j'adore quand même toute la partie verticale, quoi. C'est un peu mon univers. Il y a des verticalités, mais il y a des activités très horizontales comme le slackline aussi. Ça, c'est des choses que tu photographies. Est-ce que tu peux nous citer d'autres exemples de pratiques comme ça, sportives qu'on peut voir ? Oui. Alors après, mon travail tourne autour de tous les sports de montagne au sens large. Hein. Donc ça peut être du trail running, ça peut être de la highline, ça peut être du ski, ça peut être de la randonnée. Voilà. Highline, c'est quoi ? C'est de la slackline, mais Alors, on va traduire quand même pour nos auditeurs. Donc, c'est des gens fous qui tirent une espèce de cordelette entre deux pics rocheux d'un point A à un point B et qui s'amusent. Bon, ils sont quand même assurés, ils ont une sécurité à essayer de traverser. Alors, c'est pas du funambulisme parce que c'est un peu plus large, mais c'est beaucoup plus souple, si j'ai bien compris. Exactement. Et il y a certains slackliners qui n'utilisent pas de leash justement pour se protéger. Parfait, génial. Alors moi j'ai vu rare, en préparant l'émission un truc qui s'appelait le saut pendulaire. C'est quoi ça exactement, le saut pendulaire ? Alors le saut pendulaire, en fait, c'est tu accroches une corde en fait entre deux parois. Tu t'écartes en fait de cette corde en utilisant par exemple
un canyon ou une infractuosité dans le rocher, et tu te lances comme ça dans le vide en effectuant un immense pendule de plusieurs dizaines, voire centaines de mètres pour les plus grands. La balançoire pour les barjots, quoi. Voilà, c'est la balançoire mode géant. Ça a été pratiqué surtout aux États-Unis, mais non, ça vient un petit peu chez nous. Pourquoi c'est primordial dans ton travail d'avoir finalement une vision et une connaissance globale? C'est-à-dire, bon, la photographie évidemment, mais aussi et surtout l'environnement dans lequel tu travailles, à savoir la montagne, et les disciplines sportives que tu photographies, parce que tu en as pratiqué beaucoup. Pourquoi c'est important d'avoir cette vision d'ensemble? Alors c'est important avant tout, parce que tu évolues dans un milieu qui reste quand même, en fait, l'être humain a rien à faire là, quoi. Donc c'est des milieux quand même, on va dire, un peu, pas dangereux, mais bon, il y a quand même certaines règles à respecter. Tu vas pas, te mettre, dans une cascade de glace sans savoir ce qui peut éventuellement, t'arriver. Voilà. Donc en fait, il y a toute une partie, de ta sécurité et de celle des athlètes et des gens qui nous accompagnent, qui est à prendre en compte, pour pouvoir effectuer tous ces shootings photos, quoi. Donc c'est vrai que voilà, l'apprentissage du milieu dans lequel tu évolues, passe avant la photo, quoi, ça c'est sûr. Et ensuite, le fait d'avoir pratiqué certains de ces sports, ça permet de lire le terrain plus rapidement, de savoir ce qui va se passer, assez rapidement, et donc du coup de te placer au mieux pour, essayer de faire les plus belles photos. Là, tu parles de lecture de terrain. Ces dernières années, on voit des photos assez effroyables de glaciers qui fondent, de pistes de ski qui sont cernées, bordées de terre. On en a vu en début d'année, là. Comment tu lis le terrain ces derniers temps? Est-ce que tu le lis toujours aussi facilement ou est-ce que tes repères sont chamboulés? Alors, c'est sûr que là, la montagne, là, depuis 4-5 ans, a évolué à une vitesse grand V. C'est vrai que nous, on est les témoins de ce réchauffement. Ça fait déjà depuis bien 5-6 ans, avant même que tous les gens s'alarmaient. On en parle beaucoup depuis 2-3 ans, mais c'est vrai que nous, ça fait depuis un petit moment qu'on voit vraiment la montagne évoluer. Les glaciers, ils sont réduits à peau de chagrin. Les faces de granit sont en train de se casser la figure, quoi, hein. Il y a tout qui s'écroule. Donc c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué, et c'est vrai que les périodes dans lesquelles où on évoluait à l'époque, changent. Avant, l'alpinisme, ça se pratiquait en juillet-août. Il y a 5-6 ans, c'était plutôt juillet. Et puis maintenant, ça commence à être un peu juin, plus trop juillet. Donc voilà, ça devient vraiment de plus en plus compliqué, et il faut faire de plus en plus attention, quoi. Tu es un grand spécialiste des Alpes françaises. Est-ce que tu es capable d'aller travailler avec autant d'aisance dans d'autres lieux, alors d'autres montagnes, d'autres massifs, d'autres pays, pour pratiquer cette photographie? Ah oui, tout à fait. En fait, la technique d'évolution, en fait, en paroi ou sur la glace ou sur les arêtes de neige reste la même, hein. Les Alpes, c'est un terrain d'entraînement qui est extraordinaire. Donc je pense que quand tu es à l'aise techniquement dans les Alpes, tu l'es ailleurs. Je parle pas de toutes les ascensions en très haute altitude en Himalaya, donc ça, c'est encore un monde à part. Mais bon, on va dire que oui, tu peux évoluer à peu près n'importe où, quoi. Tu t'y es frotté un petit peu à ces très hautes altitudes du Non, côté pas de du tout. l'Himalaya? Non, pas du Non, tout. non, non, pas du tout. C'est pas trop ma tasse de thé. Je préfère les pays nordiques. Je préfère le froid, la neige, la glace, que l'altitude, en fait. Alors, tu fais de la photo de sport, ou on peut presque dire que tu fais de la photographie sportive, parce que tu fais quasiment les mêmes types d'efforts que les sujets que tu es en train de photographier. Alors, pas toujours, Il y quand a un même, terme qui revient heureusement, hein. souvent, c'est quoi pour toi une photographie engagée? Une photographie Ouais, engagée. engagée. Ah ouais. Alors, on peut le prendre de plein de façons Mais différentes, hein. ouais, dans quel sens? Parce que Je laisse l'interprétation à notre invité. Une photo engagée en alpinisme. Je pense qu'il faut voilà, que ça fasse un petit peu peur, quoi, hein. Il faut qu'on ait l'impression que le gars va se casser la gueule. Non, je ne sais pas. Je pense que de toute façon, déjà, inscrire le vide dans le cadre, ça va déjà procurer déjà des émotions à la personne qui va regarder la photo. Donc voilà.
Ensuite, ça peut être aussi certaines actions, comme une personne qui saute une crevasse ou voilà. Mais bon, est-ce qu'il faut toujours faire peur avec la montagne? Ça, c'est encore un autre, sujet, je suis pas sûr. Oui, c'est comme avec la mer, il faut faire attention au message qu'on véhicule, du coup. Euh, On va pas en montagne pour se faire peur, hein, je bah, rassure, les auditeurs, quoi. ou en tout cas, on va pas les inciter à y aller pour se faire peur, surtout pas. Euh, non, par contre, on parlait de la dimension physique aussi et sportive dans ton boulot, et j'en parlais en début d'émission. Moi, je t'avais aperçu couvrir l'UTMB, et franchement, faut avoir la condition, quoi. Tu es aussi un athlète. En plus de photographier le sport, tu es sportif. Ah bah, obligatoirement, oui, tu es obligé un peu de suivre, les athlètes avec qui tu vas, donc il faut, bah, un minimum de technique déjà. Alors, bien entendu, j'ai pas leur niveau, ça c'est sûr, quoi. Même si en escalade, à une époque, je me débrouillais un petit peu. C'est moins le cas maintenant. Mais oui, c'est sûr qu'il faut un minimum de conditions physiques pour pouvoir, suivre tous ces grimpeurs et alpinistes, ouais. Et pas être un poids pour eux, quoi. Alors ça, oui, ça, c'est sûr qu'il faut pas être un poids pour eux et il faut pas non plus, mais ça, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, il faut pas non plus être un risque pour eux. Bon. Alors, maintenant, j'aimerais que tu nous emmènes sur l'un de tes shoots pour qu'on se rende bien compte un peu de toutes les étapes qu'il faut envisager depuis la prise de brief d'un potentiel éventuel client jusqu'à la réalisation finale des images. On a contacté l'un de tes fidèles clients, Petzl, célèbre équipementier pour l'escalade et l'alpinisme avec qui tu travailles depuis plusieurs années. Et on écoute Laurent de la Fouchardière, responsable de la production photo, nous parler des besoins de l'entreprise et des briefs qu'il donne aux photographes comme toi. On l'écoute. Ce qui est important, c'est que le spectateur de nos images, il se retrouve immergé dans l'ambiance du lieu et dans l'engagement de la pratique. Donc, ce qu'on veut, c'est des images qui vont inspirer des gens. Je vais récupérer en fait les besoins en images des responsables marketing et communication. Donc, ça peut être soit des besoins pour des campagnes pour lancer des nouveaux produits, soit des soutiens à des produits ou des gammes existants, ou ça peut être aussi des volontés de faire de la communication technique par rapport à l'utilisation des produits dans les environnements de la verticalité. Dans une shooting list, il y a toujours, on appelle ça le pack d'images en fait avec les collègues photographes, c'est-à-dire que dans un pack d'images, il y a des images pour décliner des campagnes de communication avec des images vraiment fortes. Et on a aussi les plans serrés sur les produits, sur les mains qui utilisent, qui manipulent les produits. Il y a les plans ambiance, la marge d'approche, il y a les plans au retour de la grimpe où les gens ils plient leurs cordes, ils rangent leur matériel. On essaye de raconter quand même toute l'histoire. Ce que je fais habituellement, c'est que je me pose 5 questions. C'est qu'est-ce qu'on va shooter, quoi, quelle activité, est-ce que c'est de l'alpinisme, est-ce que c'est de la cascade de glace, de l'escalade ou de la spéléo, euh, qui on va mettre en image? Est-ce que c'est des athlètes du team Petzl? Est-ce que c'est des pratiquants, on va dire, réguliers? Est-ce que c'est des débutants? Où est-ce qu'on va faire ça? Est-ce qu'on va faire ça en haute montagne, en France, à l'étranger, en Himalaya? À quelle période on va le faire? Et puis comment on va s'organiser pour que ces images elles soient produites? Est-ce que le shooter il va être dans l'action avec les sujets? Est-ce qu'il va être en parallèle à côté? Est-ce qu'on va vouloir faire du drone? Est-ce qu'on va vouloir aussi avoir des images avec prise de loin avec des longues focales? Donc voilà, il y a un petit peu de toute cette analyse. Le fer de lance, c'est la sécurité maximale sur le terrain. C'est-à-dire qu'un photographe que j'envoie sur le terrain pour me ramener un reportage d'alpinisme, lui aussi, justement, il pratique l'alpinisme, il est en progression en alpinisme. Et pour ça, c'est systématique. Il y a un guide de haute montagne qui gère le photographe. Les sujets du reportage, on va leur demander d'avoir un niveau beaucoup plus fort que ce que nécessite l'itinéraire qui est choisi, de manière à ce qu'il soit à l'aise, qu'il maîtrise complètement cette partie-là. Voilà, donc on choisit les voies en fonction des conditions, en discutant avec les grimpeurs qui vont être à l'image, en discutant avec le photographe.
On n'est pas là pour ramener un fait divers, hein, on est là pour ramener une aventure qui se termine bien. Moi, j'ai été très impressionné quand j'ai discuté avec Laurent du niveau de précision de ses exigences en tant que donneur d'ordre. Je pense que c'est très appréciable pour un photographe d'avoir un brief clair et précis comme ça. Du coup, tu peux rentrer un peu plus dans les détails de la préparation d'un shoot? Ouais, bien sûr. Donc, en fait, la première étape, déjà, c'est une fois qu'on reçoit la shooting list, ce brief photo. Donc, soit on nous impose des athlètes ou pas. Quand ce n'est pas le cas, et ben, en fait, c'est un peu à moi de trouver. Tu fais un casting? Je fais un petit casting, on va Ouais. dire, voilà. Donc voilà, déjà, je trouve la cordée que je vais shooter en montagne. Ensuite, la deuxième étape, en fait, ça va être de trouver un guide qui m'accompagne. Parce qu'en fait, quand je pars comme ça sur des missions en haute montagne, je suis toujours accompagné d'un guide. Je pourrais, dans certains cas, être tout seul, ça m'arrive. Mais vu que j'évolue en montagne, il faut toujours être deux. Et donc, quitte à être deux, autant prendre quelqu'un de très compétent. Donc, je prends toujours voilà, un guide. J'ai plusieurs amis guides avec qui je travaille régulièrement depuis de longues années et avec lesquels j'ai vraiment confiance. Donc là-dessus, voilà, j'ai ma petite équipe, on va dire, qui m'aide. Et le guide, il est responsable de quoi Et ben en fait, sur le shoot? De la sécurité? il va être responsable de ma sécurité. Ok. Voilà. Parce que c'est vrai que moi, quand je suis concentré à faire mes images, et ben, je perds des fois un petit peu le fil. Je vais peut-être pas regarder au-dessus de ma tête si il y a un sérac, si le nuage arrive, si potentiellement il peut y avoir une coulée ou des choses comme ça. Donc là, c'est vraiment la responsabilité du guide de pouvoir en fait assurer ma sécurité tout au long du shooting. Et il me permet aussi des fois d'accéder à certains endroits où dans certaines situations, on ne peut pas accéder tout seul, en fait. On est obligé d'être deux. Tu as un exemple en tête, une anecdote peut-être pour accéder soit à une crevasse ou à un endroit particulièrement délicat? Une anecdote comme ça, là, non, il n'y a rien qui me vient réellement en tête. Mais bon, c'est quasiment, on va dire, à chaque fois qu'en fait, on va fixer des cordes au sommet de parois, au sommet d'une cascade. Donc là, moi, souvent, j'assure le guide, il me pose une corde. Ou alors, des fois, on évolue aussi en parallèle avec la cordée. Voilà, donc en fait, moi, je suis la cordée et donc mon guide fait le leader. Et moi, je monte en parallèle, en fait, avec les athlètes. Les décors, ils sont déjà définis dans le brief ou toi, tu as des décors préétablis en fonction du brief, tu vas les choisir, Alors, les c'est là, suggérer? alors, c'est là où ça se complexifie. C'est que donc, déjà, dans un premier temps, on trouve l'équipe, on récupère le brief du client et après, c'est à moi de faire ma sauce. Et en fait, avec les guides et les athlètes, on va avant tout, avant de penser photo, on va déjà penser conditions en montagne. C'est-à-dire qu'en fait, on va voir par exemple où c'est qu'il y a de la glace dans les goulottes. On va regarder là où il y a de la neige fraîche. On va regarder si quand on grimpe sur une paroi, elle n'est pas mouillée. Donc déjà, on va regarder toute la partie en fait vraiment conditions d'ascension. Une fois que cette partie-là est pensée, anticipée, là seulement, on commence en fait à essayer de trouver en fait un endroit qui correspond à tout ça. Mais tu la regardes comment ça? C'est-à-dire, tu vas sur le terrain juste Alors, le jour qui précède, non, tu as des applis non. En fait, justement, c'est le fait d'être avec des athlètes qui sont vraiment spécialistes, d'être avec des guides qui sont, on va dire, quasiment tous les jours en montagne, et puis moi qui le suis quand même assez régulièrement, on sait comment la montagne évolue. Et en plus, on va dire que c'est quand même un petit monde, en fait. Les guides, ils parlent entre eux. Donc, en fait, voilà. Ah, bah, je sais que Pierre, la semaine dernière, il a été faire cette goulotte-là, c'était pas en condition, mais en fait, voilà, on arrive comme ça à trouver, en fait, vraiment les endroits où il faut aller, quoi. Et combien il y a de personnes sur un shoot? Bon, il y a les athlètes, le ou les athlètes, évidemment. Toi, le guide ou les guides peut-être? Est-ce que vous partez avec, est-ce que toi tu pars avec, je sais pas moi, un assistant? Est-ce que, l'équipe part avec, un médecin? Laurent nous disait que des fois, lui, il voulait venir sur les shoots, donc il y a le client aussi à gérer. Voilà, tu arrives à faire monter tout le monde là, comme ça? Non, alors non. Moi, j'aime vraiment travailler en toute petite équipe. Moi, je supporte pas d'avoir trop de gens dans les pattes, ne serait-ce que déjà pour la sécurité. En fait, plus on est nombreux sur le terrain et plus potentiellement il peut y avoir des accidents.
Après, il y a aussi une histoire de rapidité. Et puis, tout le monde ne peut pas aller là où on va. Donc, à un moment donné, s'il y a trop de monde, trop de cordes, c'est dangereux, quoi. Donc, en général, non, j'ai la cordée d'athlète, la personne qui m'accompagne, souvent un guide, et c'est tout. Alors, finalement, dans ton travail, il y a une notion qui est hyper importante. On va le développer un peu plus loin, c'est le cadrage et peut-être même plus particulièrement le point de vue. Et ces points de vue, ils doivent évidemment être prévus à l'avance. Parce qu'évidemment, si tu veux un contre-plongée, une plongée, une vue de profil, voilà, comment tu gères tu penses déjà tes images finalement avant même de te lancer dans leur réalisation pour savoir où tu vas te positionner? Oui, en fait, justement, par rapport à la shooting list, moi, j'imagine un petit peu ce que le client recherche. Donc, en partant de là, moi, je vais imaginer certaines situations, soit que j'ai déjà rencontrées, donc ça me facilite la tâche, soit en m'aidant peut-être d'images que je retrouve sur le web, par exemple, pour voir l'orientation du soleil. Des choses comme ça. J'utilise d'ailleurs pas mal d'applis pour m'aider par rapport à l'orientation de la lumière. Savoir quand est-ce qu'une face passe à l'ombre ou quand est-ce qu'elle passe au soleil. Ça, c'est pas toujours évident à se rendre compte 3 jours avant quand on n'est pas sur le terrain. Mais c'est important pour le shooting, notamment pour fixer les horaires. Donc voilà, j'essaye d'imaginer la situation en amont pour gagner du temps en fait sur le terrain. Quelle est la part d'impro que tu vas te laisser alors? Parce que là, il y a beaucoup d'anticipation, tu essayes de border au maximum les choses, mais est-ce que tu te laisses quand même un peu de mou pour improviser sur le terrain? L'impro, ça va être un rayon de lumière qui va apparaître sur un éperon, voilà. Ça va être la forme de la glace qui amène des sculptures spéciales. Ça va être une fissure qui va donner un point de fuite intéressant pour l'image, voilà. Donc ça, c'est vraiment une fois qu'on est sur le terrain qu'on arrive à jouer avec tous ces éléments et amener quelque chose d'intéressant dans les photos. Et la position, les attitudes des athlètes que tu photographies, pareil, ça c'est prévu à l'avance ou finalement tu fonctionnes avec tes modèles comme avec un top modèle qui va te proposer des regards de braise, des positions de ouf. Comment ça se passe? Alors là, la question est intéressante parce qu'il y a plusieurs écoles. Moi, je sais que j'ai des collègues qui aiment bien justement un peu imposer des choses au modèle. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Moi, j'adore l'action. Alors, c'est peut-être un peu à cause de mon passé de grimpeur. Moi, j'aime être dans l'action. Je trouve que c'est là où, en fait, on va avoir vraiment un mouvement plus réaliste. Donc, c'est vrai que je donne pas trop de directives à mes athlètes. En général, je laisse faire. Ça peut m'arriver des fois quand je vois un cadrage intéressant ou un truc qui me saute aux yeux, de dire « Ah, attends, est-ce que tu peux redescendre pour refaire le passage ? Parce que là, il y a un truc qui est bien. Moi, j'étais 1 mètre trop haut, j'étais 1 mètre trop bas. Je me déplace un petit peu. » C'est souvent des problèmes en fait de placement du photographe. En fait, il y a une chose qui est assez étonnante. C'est ça, parce que toi, te mettre de l'autre côté, c'est toute une galère, quoi. Ouais, mais attends, tu vas voir, ça va plus loin que ça. Alors déjà, oui, effectivement, en fait, quand tu es sur une paroi, se déplacer, c'est pas évident. Donc, monter, c'est facile. Descendre, c'est facile, on va dire. Se déplacer à gauche, c'est déjà un petit peu plus compliqué. À droite, c'est peut-être impossible. Voilà. Donc, en fait, on évolue dans un univers en 2D. Quand tu photographies sur le plancher des vaches, en fait, tu peux avancer, reculer, aller à gauche, à droite. Tu peux monter, tu peux te baisser. Tu peux monter sur un escalier. Et donc, en fait, tu utilises tout ce qui est plongée contre plongée facilement. Quand tu es en paroi, tu ne peux pas, en fait, tout ça. C'est juste impossible. Donc, des fois, on utilise des systèmes qu'on appelle des chèvres. Donc, ce n'est pas un animal. De quoi s'agit-il? On emmène des chèvres. Ouais, des bouquetins. Voilà, mais... on emmène des bouquetins en paroi. Non, en fait, une chèvre, c'est un système de petites plateformes qu'on installe en paroi. Donc, c'est tout de suite très compliqué à mettre en place. Et en fait, cette petite plateforme nous permet de nous écarter ne serait-ce que de 1 voire 2 mètres pour en fait amener une ligne de fuite un petit peu plus intéressante. 2 heures pour installer, 2 heures pour démonter, quoi. C'est plus Faut que être sûr de son coup, quoi. C'est plus que 2 heures. C'est plus que 2 heures. Ouais. Donc, l'arrivée du drone nous facilite énormément on en parlera peut-être tout à l'heure. Peut-être.
Ok. Bon, il y a la production d'images mises en scène, hein, évidemment, qui répondent aux besoins de communication d'une marque. Et puis, on a aussi l'approche purement reportage. On a échangé avec le photojournaliste Fred Marie, ambassadeur Fujifilm et créateur du collectif DR et fondateur du podcast Photographe Pro 2.0, qui réalise des séries sur les sports extrêmes en haute montagne, comme le best jump, la slackline ou encore le saut pendulaire. Il nous parle de la manière dont il prépare ses prises de vue. On l'écoute. Mon approche photographique en montagne et plus largement peut-être sur des thématiques outdoor à l'extérieur, ça va être une approche photojournalistique, c'est-à-dire l'intérêt pour moi c'est de raconter une histoire et raconter une histoire qui va apporter de l'information à des lecteurs potentiels parce que je vais m'adresser à des magazines. Mon client, c'est un magazine et le client final, en quelque sorte, c'est le lecteur du magazine. Donc, pour moi, l'esthétisme de la photo est forcément important, ce que raconte le cadrage, et cetera aussi. Mais qu'est-ce que ça va apporter comme information, comme émotion, comme réflexion au lecteur derrière? Ça va être encore plus important que la partie esthétique, la bonne lumière, le bon cadrage, et cetera. Donc c'est dans cette logique-là que je me place quand je vais faire des images en montagne et au final, c'est pas si différent que faire un shoot, photo en ville, dans un milieu urbain ou autre, en fait. La logique reste la même. Par exemple, le record du monde de highline que j'ai pu couvrir pour Paris Match il y a quelques années, où il fallait faire un peu de photos en falaise, à côté des gens qui font de la slackline. Là, l'idée, c'est de réussir à capter en image le côté exploit, le côté, image forte, mais pas que. Il faut montrer aussi les à côté, la préparation, le côté humain aussi du groupe, de l'équipe. Faire comprendre à travers les images, les légendes et le texte que, ce sont des jeunes gens qui sont passionnés, qui ont une histoire, particulière derrière et aussi tout ce que ça va impliquer ce record, cet exploit sportif. Donc, voilà, par exemple ça. Ou alors, je peux parler aussi des nombreux reportages que j'ai faits sur l'équipe Pyrénaline en à peu près 8 ans, 8-9 ans de reportage, qui a été publié dans quasiment, tous les news magazines, en France. Au final, Le Figaro, Figaro Magazine, L'Équipe, heu et un peu à l'étranger, Stern, Der Spiegel et cetera. National Geographic aussi avait pris quelques images. Voilà, c'est, montrer le côté cohésion, le côté humain derrière la performance sportive, et c'est ça finalement qui est le plus intéressant de mon point de vue, et de point de vue de beaucoup de rédacteurs en chef de magazines, de montrer le côté humain, pour que le lecteur puisse s'identifier aussi et pas juste voir un exploit qui semble, inaccessible. Pour le côté reportage, Marc, on peut éventuellement un peu parler de ton autre approche de la photographie en haute montagne, qui est celle des paysages. Tu peux nous parler un peu de ta production, de ta vision de la photographie de paysage? Oula. Voilà, une émission à part entière. C'est parti. Bienvenue dans Faut pas pousser les ISO. Non, non, mais le paysage, oui, ça fait justement partie intégrante de ce qu'on pourrait ajouter dans un reportage de photographie de montagne. Je pense qu'il n'y a pas que le paysage, hein. Quand j'ai la chance de pouvoir partir en expédition ou sur des courses de 2-3 jours en bivouac, c'est vrai qu'on peut rajouter tout ce qui est autour de la pratique. Donc, tous les moments de vie pendus dans une paroi pour préparer le repas du soir, ou alors les marches d'approche qui peuvent être assez interminables, hein, quand tu pars par exemple au Groenland, voilà, toutes ces choses-là. Et le paysage s'inscrit aussi dans cette notion de reportage. En fait, c'est lui qui va apporter en fait une note. En fait, c'est le paysage qui. Ouais. C'est le paysage qui va amener en fait une note un peu qui va amener de la variété en fait. Il y a les paysages et il y a aussi les à côté dont parlait Fred dans son témoignage. Tu photographies aussi un petit peu les coulisses, tout ce qui se passe à côté pendant un reportage ou Alors pendant tout ce qui est un shooting. backstage, tout ça, non, pas trop. Parce que c'est de plus en plus documenté, c'est un peu sur les réseaux. Ouais, j'ai toujours eu un peu du mal à me mettre en avant. Moi, je suis pas là pour me mettre en avant, je suis là pour prendre en photo la montagne et les athlètes.
Donc, les backstage, non, c'est pas trop ma tasse de Et c'est thé. pas demandé dans les briefs maintenant que tu as des marques, etc., de montrer un peu cet aspect-là? Non, Ah non, ouais? non, pas spécialement, non, non, non. On va maintenant s'intéresser à la prise de vue en elle-même hein, sur le terrain et on va commencer par parler un peu matos. J'imagine que suspendu à plusieurs centaines de mètres de haut à une corde, il faut absolument tout anticiper à l'avance et emporter uniquement ce dont on a besoin pour limiter au maximum le poids du matériel à monter. Marc, avec quel type de matos est-ce que tu travailles, boîtier, pour commencer? Alors, boîtier, ben moi j'utilise régulièrement un Z9 Nikon ou un Z7 II, voilà. Ah, c'est léger, ça, c'est bien. Ouais, c'est le top, hein. C'est parfait. Bon, le Z7 II, ça va, hein. Justement, c'est pour ça que j'ai toujours eu en fait un boîtier, on va dire, un peu Rolls-Royce qui me permet d'avoir des grosses focales, des batteries qui tiennent le coup, et puis surtout une poignée qui me permet de cadrer plus facilement en vertical quand je suis pendu à une corde. Non, mais je te taquine, mais pourquoi le plein format, justement? Ce qu'on peut penser quand tu es suspendu plusieurs centaines de mètres à une paroi, tu vas privilégier la compacité, donc peut-être un capteur de taille inférieure. Oui, j'aime quand même bosser avec des faibles profondeurs de champ, et en termes en fait, de bruit, ça reste quand même intéressant. Quand je fais mes photos, justement en fin de journée ou avec les premières lueurs du jour, en fait, c'est important quand même d'avoir des grands capteurs, je trouve. Et qu'est-ce qui est important finalement sur ton boîtier? J'imagine que protection contre les intempéries, batterie pour éviter de se trimballer un générateur sur le dos. C'est quoi les master critères? Alors, bah, le master critère pour moi, c'est que l'appareil photo ne tombe pas en panne. Voilà, tout simplement. C'est Fiabilité donc. ouais, fiabilité. Fiabilité et ergonomie aussi. Parce qu'en fait, les trois quarts du temps, je shoot avec des gants. Donc, il faut vraiment des boîtiers qui soient faciles à utiliser. Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est un peu pour ces deux raisons-là que je bosse avec du matériel Nikon. Parce qu'en fait, bah, j'ai jamais eu aucun souci. Juste une fois où j'ai gelé un obturateur. Voilà, mais c'était un peu de ma faute. Donc, Ah oui, geler un obturateur, faut y aller quand même. ouais, mais en fait, on est resté 5 jours en haute montagne. C'était sur un portage de ski. Et en fait, le soir, je pense que le boîtier a dû prendre de l'humidité dans les refuges. Parce qu'en fait, quand tu es à -15, -20 et que tu rentres dans une pièce à +15, ça condense. Et je pense que petit à petit, j'ai l'humidité qui est rentrée dans le boîtier. Et le dernier jour, le matin, vers 3h ou 4h du matin, il faisait -20, je pense. Il faisait vraiment froid. Et ben, le boîtier, il a marché 5 minutes. Et donc là, je suis redescendu dans la vallée et les athlètes ont continué leur journée sans moi. Alors Z7 II et Z9 pour les boîtiers. On parle un peu optique maintenant. Qu'est-ce que tu utilises comme objectif? Alors ça va vraiment dépendre en fait de l'activité que je shoote. Donc, dès que c'est compliqué d'accès, qu'il y a de grosses marges d'approche, que les sacs sont lourds, là, je prends vraiment le minimum, minimum, minimum. Donc, quand c'est vraiment juste le plus léger, je prends un 24-120 f4. Ok. Voilà, Polyvalence. polyvalent, Ouais, ouais. qui me permet de tout faire. J'aime bien, quand je peux, l'associer à un 14-30. Mhm. Pareil, F4 ouverture. aussi. F4 aussi, ouais. Tout petit. Tout petit, le plus léger possible. Donc ça, on va dire que c'est mes deux, voilà, c'est mes deux outils fétiches. Ensuite, quand j'ai un petit peu plus de facilité d'accès, que je peux emmener un petit peu plus de matériel avec moi, ben, le 70-200, quand même, c'est quelque chose qui me sert justement pour pouvoir un petit peu me décaler de mes sujets. Et parfois, j'utilise aussi un 51-8. Voilà, c'est à peu près avec ce matériel-là que je travaille. Et donc, tu privilégies le 24-36 et tu photographies comment le plus souvent à l'horizontale, à la verticale, pour rendre un peu la sensation de danger, de Alors, vide? quand tu es pendu comme ça dans une falaise, quand tu grimpes sur une paroi, que tu veux rendre en fait compte un petit peu de la hauteur du lieu dans lequel tu évolues, c'est vrai que les photos en verticale fonctionnent très très bien. En fait, tu peux aller chercher des points fuites, tu peux t'aider des lignes naturelles du rocher en fait, et tout ça en fait, ça va diriger le regard soit vers l'athlète, soit au contraire vers le vide en fait.
Et c'est toutes ces formes naturelles justement qui te permettent de composer ton image. Alors toi, tu es attaché à une corde, hein? Exactement. Et comment est-ce que le matériel est sécurisé pour sa part? Alors, le matériel n'est pas sécurisé. Moi, je ne sécurise pas mon matériel. Ok. Donc, Voilà. si tu lâches, ça tombe. Si je lâche, ça tombe. Et d'ailleurs, il faut faire attention parce qu'en dessous, il y a les athlètes. Donc, si tu te prends un Z9 avec un 2401 sur le coin de la tête, ça fait mal. Non, en fait, moi, je ne sécurise rien parce que de toute manière, je pars du principe que je ne vais rien faire tomber. Le seul cas où je pourrais lâcher mon boîtier, c'est si moi je me prends une pierre ou un bloc de glace directement, où là ça pourrait me faire lâcher le matériel. Mais en fait, une fois que je suis en position pour shooter, T'as même pas une lanière autour du cou, autour si, du bras. j'ai une courroie, j'ai toujours une courroie autour du cou. Mais si tu veux, je vois des fois certains photographes qui ont des sortes de leash. Ouais. Donc ça marche pas. Ça. Dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de cordes déjà à gérer, parce qu'en fait, voilà. En gros, moi, quand je travaille, j'ai tout mon matériel de progression. Donc, j'ai mon baudrier avec tous les systèmes de progression, soit pour remonter, soit pour descendre. J'ai aussi souvent un torse qui me permet d'utiliser du matériel de remontée. Associé à ça, en fait, j'ai un holster. J'ai un petit peu tout essayé, les sacoches, les sacs. Il n'y a rien qui fonctionne. Donc, en fait, moi, le meilleur outil que j'ai trouvé, le meilleur système de portage que j'ai trouvé, c'est le holster. Alors, décris-nous un peu ce que c'est un holster. Le holster, c'est une sorte de sacoche qu'on fixe à la ceinture et qui se trouve un petit peu sur les côtés, du côté des hanches. Voilà. Banane, quoi. Pas vraiment. C'est comme un étui à revolver, mais... Ouais, en fait, tu mets ton boîtier à la verticale et en fait, comme ça, tu peux dégainer ton boîtier et le ranger, quoi. Et en plus, ça permet de laisser accès en fait à tes portes matérielles qu'on a sur les côtés du baudrier. Parce qu'en fait, moi, j'ai quand même beaucoup de mousquetons, beaucoup de sangles, beaucoup de choses. Donc moi, il faut vraiment que j'ai accès à tout ça. Donc le holster, en fait, il me permet aussi de faire un peu une rotation et de le mettre à l'arrière du dos, quoi. On envisage du coup un changement d'optique sur une paroi, ou on emmène deux boîtiers avec deux optiques? Non, moi, je change mes optiques. Tu lâches les mains du coup. Alors, je suis devenu maître dans le changement d'optique. Non, tu installes ta chèvre, tu montes dessus et tu changes l'optique. Facile. Non, mais souvent sur la ceinture du holster, j'ai une autre petite sacoche quand je prends un deuxième objet. Ok. Et donc, en fait, j'arrive comme ça un peu à jouer. Si vraiment j'ai besoin de plus de matériel, j'ai un autre petit sac que j'accroche en dessous de moi, en technique spéléo. Voilà, quoi. Mais c'est vrai que en fait, toute cette partie de transport de matériel est ultra importante, quoi, en fait. Autant que les techniques de déplacement sur corde. Si tu maîtrises pas très bien ces deux choses-là, c'est vite compliqué de photographier. D'ailleurs, c'est là où tu vois la différence entre les gens qui ont vraiment l'habitude de photographier sur corde et ceux qui l'ont moins. Alors, dans une approche quand même ultra minimaliste, à la chasse au moindre gramme superflu, j'imagine que tu emmènes quand même une seule carte mémoire. Alors, une seule carte mémoire, une seule batterie. Non, t'as un peu de. J'ai un peu de rap quand même. Oui, en petite sacoche de secours, t'as quoi en accessoires photo? En sacoche de secours, alors, écoute, souvent j'ai des petits tissus microfibres pour nettoyer mes lentilles qui sont toujours pleines de neige. D'ailleurs, quand vraiment c'est plein de neige et que c'est vraiment mouillé, la seule chose qui fonctionne bien, c'est le Kleenex. J'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Non, j'ai pas d'accessoires en fait, hein, c'est toujours le minimum. J'ai mes batteries de rechange que je prends. J'essaie d'évaluer avant ce dont je vais avoir besoin. Et le passage à l'hybride, ça t'a pas pénalisé au niveau de l'autonomie? Tu constates pas une autonomie moindre, justement? Alors, si, il y a une différence. Mais sur une journée... En fait, moi, sur une journée de shooting, j'ai beaucoup de déplacements, de préparation. En fait, mon temps de prise de vue est assez réduit. Donc, c'est plus problématique vraiment quand on part en expédition, où là, en fait, il faut un peu plus de batterie, il faut des fois des systèmes de panneaux solaires pour pouvoir recharger. Mais sur une journée en haute montagne, bon, je rajoute une batterie, on va dire, mais voilà, ça s'arrête là. Alors, en haute montagne, hein, évidemment, il faut être particulièrement vigilant sur la météo, et il faut savoir s'adapter à des conditions extrêmes. De froid, naturellement, de vent, de pluie, de neige, d'humidité et, dans certains cas, de chaud.
On écoute le témoignage de la photographe et vidéaste Aurélie Gonin, spécialisée entre autres dans des prises de vue photos et vidéos de sports d'hiver, nous expliquer comment elle affronte le froid sur le terrain. Donc c'est quelque chose auquel il faut faire attention parce que déjà nous on peut avoir des engelures sans vraiment s'en rendre compte parce que c'est à partir du moment où on sent plus nos doigts ou nos doigts de pied qu'il y a un souci. Donc il faut être vraiment vigilant même si on est concentré sur notre tournage à vraiment toujours vérifier qu'on sent bien nos extrémités, bouger au maximum, même si évidemment on sait que pendant la prise de vue, en général, on va essayer au contraire d'être immobile. Donc c'est là où il faut choisir le bon équipement. Alors moi j'ai des chaussettes chauffantes, j'ai des gants chauffants qui sont suffisamment fins pour que je puisse manipuler ma caméra. Et puis par-dessus, je me mets des mitaines en doudoune que j'ouvre dès que j'ai besoin d'être fine, enfin d'être précise dans les manipulations, et puis que je referme entre deux prises. Là, c'est de la sécurité en fait, parce que j'ai vu des collègues avoir des extrémités vraiment pas belles, et c'est quelque chose auquel il faut faire vraiment attention. Et puis il y a les yeux. Alors moi j'aime bien tourner au viseur. En général, je tourne au viseur parce que je trouve qu'ils sont ultra lumineux. Je travaille avec les Nikon Z8 et Z9 qui ont des viseurs exceptionnels. Donc ça me permet, par exemple, quand je suis en haute montagne, où il y a beaucoup de lumière, en général, on recommande de garder toujours ses lunettes et des lunettes de glacier, des classe 4, pour pas se brûler les yeux. Donc, quand on tourne, on a tendance à enlever ses lunettes pour regarder dans le viseur. Et l'avantage d'avoir des viseurs aussi lumineux, c'est que des fois, je garde mes lunettes et je vois quand même très bien. Donc ça, c'est une sécurité aussi en plus pour soi. Et puis, il y a des conditions où des fois, il fait vraiment un froid abominable. J'étais en Corée au mois de janvier pour les JO de la jeunesse. Et je ne sais pas comment vous imaginez la Corée, mais il faisait un froid incroyable. Il faisait moins 28 avec beaucoup de vent. Donc, c'était vraiment pénible, vraiment difficile. Et là, j'ai même gardé mon masque de ski pour avoir absolument aucun centimètre de peau à l'air. Et même si c'est pas l'idéal, et là on est content d'avoir un écran et de pouvoir cadrer avec l'écran pour se protéger soi-même, parce que y a un moment, si nous on supporte plus, on n'est pas capable de faire les plans. Marc, toi, avec quoi tu arrives à anticiper la météo à l'avance et du coup, mécaniquement, la lumière naturelle dont tu vas avoir accès pour la réalisation de tes images? Et en fait, je prends la météo comme tout le monde, en fait. Ouais, il n'y a pas des applications dédiées un Non, peu plus précises que ce qu'on a sur l'iPhone, quoi? Écoute, alors, je rigole un petit peu, mais j'ai 3 ou 4 applications différentes de météo, avec des modèles météo un petit peu différents qui me donnent des informations, on va dire un peu plus spécifiques suivant les endroits, suivant les jours aussi. Mmh. Donc voilà, je m'appuie surtout là-dessus. Et puis après, c'est beaucoup en fait d'expérience aussi, grâce aux guides qui nous accompagnent ou les athlètes qui vont être capables d'anticiper en fait les problèmes de météo. Le plus gros souci, là Aurélie, elle n'a pas trop parlé, elle a parlé surtout du froid. Mais je pense que la chose qui nous pose le plus de problèmes en fait en montagne, il peut faire un grand beau temps, mais la chose qui est vraiment à prendre en considération, c'est le vent. Tiens, Et un peu parler avec le froid en Corée. Parce que le froid Ouais. par moins 28, c'est pas un problème en soi. Mais du froid avec du vent, ou du beau temps avec du vent. Ouais. Le vent, c'est vraiment en montagne, en haute montagne, c'est l'élément, un des éléments les plus importants à prendre. Et son orientation, en fait, voilà, on va toujours photographier dans les endroits où on essaye d'être le plus possible à l'abri du vent, quoi. La météo, c'est vraiment le facteur qui dit go no go pour aller faire un shoot? Ah tout à fait, oui. Oui, ça, c'est la météo qui décide, hein, c'est pas... Et ça arrive, Ah oui, alors... des reports, des annulations, ça part en sucette pendant la journée, on l'avait pas anticipé, on annule tout? Ah, ça arrive très régulièrement, quoi. Moi, Ok. d'ailleurs, je crois que c'est le plus gros point noir de ma profession, en fait, c'est celui-là, quoi. Il y a 3 ans, je me souviens d'un mois de juillet
où je crois que j'ai annulé à peu près 80% de mes journées Ah ouais. de shooting à cause d'une météo juste mauvaise pendant tout le mois de juillet. C'est quoi la limite en fait d'une mauvaise météo? C'est à partir de quel moment vraiment tu te dis, même s'il y a un très beau temps, là on y va Justement, pas. ça peut être le vent qui peut poser problème, ça peut être des chutes de neige trop importantes qui rendent en fait l'endroit trop dangereux en fait par rapport aux coulées de neige. Ça peut être des chaleurs excessives dans des endroits où normalement il faudrait qu'il fasse froid, par exemple la cascade de glace. Voilà, donc en fait, tu joues tout le temps avec ce curseur-là, et j'aurais tendance à dire que c'est l'élément le plus important dans les shootings de haute montagne, quoi. Et c'est quoi les conditions idéales de météo pour avoir la meilleure lumière naturelle? Alors moi, j'aime bien quand il fait mauvais temps. Mhm. Comme Voilà. tous les photographes. Moi, j'aime bien quand il y a des nuages, quand il y a hop d'un seul coup une trouée qui va un petit peu focaliser la lumière sur la paroi, ou du vent qui va amener de la matière avec un petit peu des cristaux de glace qui volent ou des choses comme ça, ou des couleurs qui vont changer aussi. Donc moi, le grand beau temps, le grand ciel bleu, j'aime pas. Donc j'aime bien quand il fait froid, qu'il fait mauvais. T'as presque une approche paysagiste finalement de la photo. C'est marrant la manière dont t'en parles. Ah oui, On parle bah, moins d'action que de contemplation et que d'éléments, que de météo. En fait, je crois que j'ai mis pas mal d'années à me rendre compte qu'en fait, ce qui me faisait aller en montagne, c'était vraiment la nature, quoi. C'est pas vraiment la pratique qu'on réalise là-bas, quoi. C'est surtout la magie qu'on ressent quand on est là-haut. Et voilà, c'est vraiment des moments que tu peux rencontrer que en haute montagne, en fait. Dès que tu redescends dans la vallée, en fait, t'es déjà plus pareil. Et tu t'en comptes de filtres ou pas du tout? Genre un Pola ou... Non, moi j'utilise juste un filtre UV de base pour éviter de taper la lentille contre le rocher, ça m'est déjà arrivé. Ah oui. Et donc pas c'est mal. plus en termes de sécurité. Voilà, mais non, j'utilise pas trop de... En fait, j'aime pas manipuler trop de matériel, c'est tout de suite très compliqué. Donc moins j'en ai, mieux je me porte. Alors on a évoqué la météo, la lumière, mais il y a une notion aussi qui est hyper importante dans ton travail, c'est celle du temps, de la durée. Parce qu'effectivement, vu les endroits où tu vas pour réaliser tes shoots, c'est pas on se retrouve à 14h et à 16h c'est terminé. Il faut anticiper les marges d'approche, la montée, l'installation, la redescente. Voilà, comment ça se prépare? Et finalement, comme tu l'as un peu évoqué, tes périodes de shoot sont assez courtes. Justement, c'est avec les collègues avec qui on décide d'aller faire telle ou telle course. On regarde en fait déjà le temps d'accès. Des fois, il y a des endroits où on y va la veille, parce qu'en Ouais. fait, le jour même, on n'a pas le temps. Donc, on part la veille, soit on dort en refuge, soit on bivouac. Donc là, qui dit bivouac dit gros sac à dos avec tout le matériel de bivouac, sac de couchage, réchaud, eau quand il n'y a pas d'eau. Donc ce temps-là, lui, il est incompressible. Ensuite, il va y avoir le temps de l'ascension. Donc, si vraiment on fait une course de A à Z, il y a le temps d'ascension, on va dire classique. Et à ça, il faut rajouter la durée du shooting. Donc, voilà, des fois, le temps de prise de vue est réduit à peau de chagrin. Puis il y a la notion d'effort physique aussi, j'imagine, qu'il faut gérer, parce que si tout le monde est éclaté en arrivant à l'endroit du shoot, j'imagine que ça ne donne pas des attitudes et des sensations idéales pour la photographie. Ah, tout à fait. Un petit peu, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Laurent. Il disait il évoquait que les athlètes en fait allaient dans des itinéraires où vous avez quand même de la marge. Donc eux, ça leur pose pas trop de problèmes. Souvent, c'est plutôt moi. Parce qu'en fait, moi, j'arrête pas de la journée. En fait, du matin jusqu'au soir, je n'arrête pas. Parce que soit je suis en évolution pour me rendre au point en fait, de prise de vue. Et après, une fois que je suis sur ce point de prise de vue, moi, je shoot. Donc, moi, j'arrête jamais. Les athlètes, eux, de temps en temps, ils m'attendent, en fait. C'est plutôt eux qui ont du temps, quoi. Et tu prends le temps de faire un mini-editing sur le terrain le Non, soir? non. Et t'as pas le temps du non, tout? absolument pas. Non, impossible. Même des fois, j'ai même pas le temps de regarder sur mon écran si c'est bon ou c'est pas bon, quoi. Tu fais confiance à l'autofocus de Nikon. Ouais, mais en fait, surtout ce qui m'aide énormément maintenant avec le mirrorless, c'est d'avoir en fait Le rendu en direct. d'avoir le rendu en direct et avoir l'histogramme, quoi. Là, je crois que l'histogramme, là, ça
Dès que tu photographies de la glace ou de la neige, tu peux vraiment avoir des zones assez spéciales en termes de lumière. Et c'est vrai qu'avant, avec le réflexe, voilà, des fois, je me faisais avoir. Mais c'est vrai que maintenant, avec le mirrorless, ça simplifie énormément la tâche. Alors, une fois que tu es engagé sur ta voie d'escalade avec l'équipe, arrive le moment du shoot et donc, naturellement, la collaboration avec les modèles, les athlètes, les sujets de tes photographies. On vous propose d'écouter le témoignage de Simon Welfringer, un jeune alpiniste français avec qui tu as l'habitude de photographier, nous parler de la façon dont vous travaillez quand vous êtes tous les deux sur une paroi à plusieurs centaines de mètres de haut. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'avec Marco, ben, de base, on a un peu la même philosophie, à savoir que lui, c'était un grimpeur un peu de l'ancien temps, entre guillemets. Il a beaucoup fait d'escalade, il a beaucoup pratiqué un peu de montagne, il a ouvert des blogs, des voies. Et du coup, ben, lui, de base, il a vraiment une philosophie et une vision du sport d'un point de vue du sportif. Du coup, il arrive assez facilement à se mettre à la place des athlètes, dont moi, je peux faire partie. Et ça, c'est vraiment intéressant dans les discussions qu'on met en place et dans les points de vue qu'on essaye de choper. Alors, quand on travaille ensemble, ça va vraiment être un échange. Il y a des moments ben, où forcément, lui, il va avoir certains besoins, il va me les exprimer. Et donc, il va me demander de me positionner à un endroit un peu particulier. Mais il y a aussi plein de moments où ben, moi, je vais lui donner mon ressenti. Par exemple, sur la difficulté d'une longueur. Si par exemple, on shoot en alpinisme et qu'on est sur une longueur un peu engagée, et ben moi, je vais lui faire remonter et lui dire que ben, à cet endroit-là, je ne peux pas vraiment m'arrêter. Je peux pas refaire le mouvement plusieurs fois non plus parce qu'il est trop dur. Et du coup, ça, il va aussi le prendre en compte. J'ai pour souvenir, l'année dernière, on est parti ensemble en Grande-Bretagne pour faire de l'escalade qu'on appelle traditionnelle. Donc, c'est sur des points amovibles, des coinceurs, des choses qui tiennent pas toujours très bien. Et donc, bah, on fait des photos, mais de quelque chose qui est quand même assez engagé. Et donc, dans les longueurs, bah, il y a des endroits, c'est chute interdite. Il y a des endroits, il faut être très concentré. Et donc là, à ce moment-là, bah, c'est plus à lui de s'adapter à moi. Moi, je vais juste grimper, faire mon petit truc dans mon coin. Et lui, bah, il va se positionner autour, il va capter les moments où il y a des changements de rythme ou des choses comme ça pour pouvoir faire ses images. Mais du coup, là, lui, il va pas du tout interférer dans mon escalade dans la mesure où moi, il faut que je sois vraiment concentré sur ces moments-là, quoi. Le but de faire des images pour moi, bah, c'est de transmettre des émotions. Moi, ma quête un peu ultime dans la communication, parce que ben, moi, je fais pas mal d'expéditions d'alpinisme, un peu à l'étranger et compagnie, et je communique dessus. Et si je communique dessus, en fait, c'est pour essayer d'expliquer aux gens les émotions qu'on peut vivre là-bas. Moi, mes priorités dans une belle image, ça va être surtout l'esthétique de la ligne. En gros, nous, en montagne, en tant que grimpeur, on cherche des lignes, en fait. On grimpe des voies qui se dessinent dans le rocher. En montagne, on cherche des pentes de neige qui remontent de manière esthétique une montagne. Donc, il y a vraiment cette idée de ligne que moi, j'aime beaucoup et j'aime faire transparaître dans les images. Non, c'est vraiment quelque chose pour bah, donner envie d'essayer, transmettre les émotions et expliquer qu'au fond, bah, les activités qu'on pratique, en tout cas, moi, comme je le vois, la grimpe, la montagne, le ski, et ben, il y a quand même une grande partie artistique. Pour moi, moi j'ai toujours été très mauvais en dessin, j'essaye de faire des bouts de photos, mais j'ai vraiment du mal. Mais j'ai un peu l'impression d'être un artiste dessinateur raté et du coup, j'essaye de me venger un peu sur le sport et j'ai vraiment une vision de la grimpe, un peu artistique, quoi. Comme, dessiner un tableau, enchaîner une voie, c'est 2 choses que je pourrais comparer, quoi. Simon nous parle de l'esthétique de la ligne. Est-ce que tu peux nous développer cette notion? Ouais, bah, super témoignage de Simon. D'ailleurs, au Hyper passage, intéressant. ouais, je le remercie de m'avoir traité de grimpeur d'un autre âge. L'esthétisme, ouais, non, mais voilà, je crois il a mis le doigt sur quelque chose qui fait rêver tous les grimpeurs. En fait, on grimpe avant tout pour aller au sommet d'une montagne. Si cette montagne est esthétique, si elle a une forme particulière, obligatoirement, elle va nous faire rêver. Et c'est pareil pour l'itinéraire qui permet d'y accéder. Voilà. Donc souvent, on tripe plus, par exemple, à remonter, je ne sais pas moi, une coulée de rochers avec une couleur particulière ou remonter une arête
effilés avec des formes incroyables que de grimper dans une carrière, quoi. Mmh. Voilà, pour un peu caricaturer la chose, quoi. Mais ouais, l'esthétisme en montagne, en alpinisme et en escalade est très important. Et comment tu le rends ça en image? Tu parlais de tes optiques tout à l'heure, tu utilises beaucoup le grand angle, non? Du coup. Ouais, bah, en escalade, ouais, je suis assez fan du grand angle parce qu'en fait, il nous permet justement d'amener cette profondeur, cette hauteur et toutes ces lignes de fuite qui peuvent vraiment structurer l'image, quoi. C'est ça qui donne cette fameuse sensation de verticalité. J'imagine vous recherchez dans les images que vous faites. Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, après, il n'y a pas que le grand angle, hein, parce que des fois, c'est vraiment haut. Il n'y a pas que de la triche dedans, hein. Donc voilà. Non, mais le témoignage de Simon, il est aussi très intéressant par rapport à la relation athlète et photographe. Mmh. Et c'est vrai qu'il parlait un peu de l'engagement. C'est vrai qu'à certains moments, c'est compliqué pour moi d'imposer des choses auprès des athlètes. Et quand vraiment ils sont dans des longueurs qui potentiellement peuvent être dangereuses, c'est à moi de m'effacer et surtout de leur permettre d'évoluer aussi en sécurité. Parce que moi, je suis toujours situé autour d'eux ou au-dessus d'eux. Si à ce moment-là, moi, je fais tomber une pierre, un morceau de glace, ou si même moi, je pendule vers eux et que je viens les toucher, ça peut être un peu problématique, quoi. Donc, Mais Simon parlait de zones où il est interdit de chuter. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a des zones où tu peux chuter, du coup. ah Enfin, bah oui, en escalade et en montagne, heureusement, tant que tu fais pas ce qu'on appelle du free solo, donc tu grimpes sans aucun système d'assurance, il y a quand même une corde qui nous assure. Donc en fait, on met des points de progression le long de l'ascension. Et à certains endroits, même on va dire régulièrement, tu peux quand même tomber. Et là, en fait, le point d'ancrage va te retenir via la corde. Cela dit, il y a certains endroits où il ne faut pas chuter parce que si tu chutes, tu peux tomber par exemple sur une vire, tu peux venir heurter quelque chose et des fois même tu peux tomber au sol. Et donc là, quand il évoquait l'escalade trad en Angleterre, c'est le cas en fait, c'est que tu grimpes avec des protections amovibles qu'on met au cours de la progression du grimpeur. Et en fait, ces protections-là, elles peuvent venir à s'arracher si elles sont mal placées. Donc, en cas de chute, vraiment dans les voies très, très, très dures, ces protections peuvent ne pas faire leur part de job, quoi. Et on se rappelle de cette incroyable scène d'ouverture du film Vertical Limit qui se passe Non, mais dans les Rocheuses aux États-Unis avec voilà, cette dramaturgie du père qui se sacrifie pour sauver ses enfants. Non, mais ça fait quand même partie de la pratique. Donc voilà, c'est aussi intéressant de documenter ces choses-là. Tout à l'heure, tu disais que j'étais plutôt un photographe de paysage, mais moi, j'aime bien quand même quand ça transpire un petit peu, quoi. tu parles, disons, beaucoup de paysages. Je ne vais pas Oui, te oui, oui. catégoriser là-dedans, loin de moi Ouais, cette idée. Alors, on l'a évoqué à plusieurs reprises au cours de cette émission, l'importance du point de vue dans ton travail. Donc, je le rappelle, par-dessus, par-dessous, sur le côté. L'importance de réussir à prendre du recul. Donc, tu nous as parlé de ces plateformes qui te permettent de gagner 1 voire 2 mètres pour te décoller, en quelque sorte, de la paroi. Mais pour aller plus loin dans cette idée de se détacher, bah, on peut naturellement envisager de travailler avec un drone. On écoute le réalisateur Maxime Moulin, avec qui tu as collaboré sur un documentaire consacré à la grimpeuse suisse Nina Caprez, qui sera diffusé l'été prochain, nous expliquer comment les drones ont à leur façon révolutionné les prises de vue en haute montagne, aussi bien pour de la photo que de la vidéo. On est tout le temps en train de se poser la question comment on ménage un peu la chèvre et le chou, c'est-à-dire à quel point on est proche de l'action, mais à quel point on intègre un maximum de l'environnement dedans. C'est plus des décisions qu'on fait sur le moment, sur l'instant, en fonction de l'endroit où on est. On va aller se dire, ben là, en fait, le cadre au drone, il mérite d'avoir tout l'environnement et peut-être l'athlète en petit dans la montagne pour rendre tout ça vraiment spectaculaire. Et puis, des fois, ça va permettre aussi de se rapprocher de l'athlète dans des endroits qui sont vraiment difficiles d'accès. Ça peut être le cas en escalade, en alpinisme, des marches sur des arêtes où, ben, fatalement, on peut pas se déplacer sur le côté.
quand on est avec une caméra. Et du coup, le drone permet de faire de longues prises de vue, de tout capter, tout en minimisant notre présence sur le terrain. Dans le cadre d'un tournage de ski, par exemple, le drone, c'est aussi un moyen de limiter la prise de risque de l'équipe de tournage, c'est-à-dire que on n'est plus obligé d'être totalement dans les faces pour faire certaines images. On peut être plus loin, on peut être nous en sécurité par rapport aux avalanches, par rapport à tout un tas d'éléments qu'on retrouve en montagne, et quand même d'aller chercher des images de proximité, des images où on est assez proche de l'athlète, quoi. Après, aujourd'hui, il y a 2 méthodes de faire du drone. Donc, il y a le drone classique qui est une image stabilisée où on peut atteindre des hauteurs et des vitesses qui sont intéressantes. Et il y a le drone de course, le drone FPV, qui est une nouvelle technologie très récente sur laquelle nous, on a beaucoup travaillé ces dernières années, avec laquelle on a beaucoup travaillé. Et ça, j'ai envie de dire, c'est presque un art qui est maîtrisé par le pilote, quoi. Et là-dedans, il y a toute une alchimie à trouver avec la situation qu'on va filmer et ce que le pilote est capable d'amener. Et vu que ce sont des drones qui vont très vite, qui peuvent manœuvrer de manière assez rapide, et puis aussi faire des mouvements impressionnants, il faut arriver à doser tout ça pour rendre cinématique. Donc c'est un gros travail aussi de discussion, de repérage des lieux. Et ça permet en un plan d'avoir des trucs hyper larges et de se rapprocher des athlètes, d'avoir une grosse proximité. Et dans le ski, c'est devenu vraiment un outil incroyable parce qu'on peut partir d'un plan aérien global paysage à finir à suivre le skieur dans sa trace à travers la neige et tout. Et ça donne juste des points de vue qui sont incroyables, quoi. Sacrée concurrence quand même le drone par rapport à ce que tu fais. Bientôt, tu vas pouvoir être tranquillement au chaud dans un refuge avec un casque Apple à piloter le drone à 600 mètres de tes athlètes quoi, pour les photographier et les filmer. Bah écoute, moi ça m'arrange, hein. Non, en plus, voilà, dans quelques années, je pourrais plus trop aller avec mes athlètes, donc je ferai des barbecue shots, ce sera très bien. Les barbecue shots, c'est pas mal. Bon, faudra quand même communiquer avec eux, mais bon, ouais, cela dit, Ah bah les radios, tu tu leur sais. mets un toki. Ouais, une petite oreillette et c'est parti. Non, mais plus Non, sérieusement, non, ouais. sérieusement, non. En fait, une concurrence, non, parce qu'en fait, le drone ne pourra jamais remplacer en fait ce qu'on fait à 10 cm de la tête. Voilà. Aller chercher l'œil de l'athlète, la couleur de la glace juste devant son nez ou le grain du rocher, ça, le drone n'arrivera jamais à aller chercher ça. Le drone, ce qui l'amène, en fait, c'est justement cette problématique qu'on a une fois qu'on est en paroi, et ce qu'explique très bien Max, c'est cette notion de 3 dimensions, en fait, qu'on ne peut pas avoir en montagne, ou très difficilement. Et le drone, lui, justement, va amener en fait en fait tous ces angles de vue en fait qui sont impossibles à avoir autrement quoi. Et toi, quelle est la part de vidéo dans ton boulot? Toi qui shootes maintenant avec un hybride qui est aussi bon en photo qu'en vidéo finalement. Bah écoute, je Z9, fais de plus en plus de vidéos parce que déjà, je trouve que c'est assez complémentaire au travail de photographie, hein. J'ai beaucoup de clients qui me demandent de plus en plus de la vidéo parce que vu qu'on n'est pas non plus voilà, très nombreux à faire ce que je fais, bah, ça arrange beaucoup mes clients que je puisse faire les deux. Donc voilà, je me suis mis à la vidéo. Et à vrai dire, je me prends petit à petit au jeu. Et l'année dernière, j'ai réalisé un film d'ailleurs sur une ascension dans le massif du Mont-Blanc, justement avec Simon et un autre alpiniste, Christophe Dumaret, sur la voie du Grand Capucin, une voie mythique. Et c'est vrai que la vidéo, voilà, ça permet aussi de raconter des histoires un petit peu différemment, donc c'est chouette. Et du coup, le drone, c'est quelque chose que tu emmènes systématiquement maintenant ou quel type de drone d'ailleurs vous utilisez pour Alors, il a parlé des modèles FPV. Bon, c'est pas forcément ceux qui ont la meilleure réputation en termes de qualité d'image, même s'ils sont très maniables, très rapides. Quel type de machine vous utilisez? Alors, on essaye de prendre des machines les plus légères possibles, hein, c'est toujours pareil, c'est toujours la même problématique. Des Mavic Air, des trucs comme ça, quoi? Non, en fait, bon, oui, ça peut arriver, non, on tourne plus avec des Mavic 3 en général. Ok.
Voilà. Et après, les FPV, bah, écoute, franchement, en qualité d'image, c'est quand même pas mal. Ah ouais? Ouais. Bah, moi, je connais assez peu, en Non, fait. Je c'est dis quand ça, même, mais, c'est quand même assez étonnant, hein. Bah, en fait, tu mets les dernières GoPro et c'est parti, hein. ouais, ça Donc, peut trimballer une GoPro en FPV. ah bah, il y a des FPV qui peuvent porter des raids, hein. Hmm. Ah ouais. Après, c'est surtout les techniques de pilotage qui changent. Ce Ouais. que disait Maxime, ça a l'air Alors, par particulier, contre, quoi. autant j'aurais tendance à dire que tout le monde peut piloter un drone classique, autant là, le FPV, Hmm. ouais, faut, Une là, formation, quoi. bah, plus qu'une formation. Déjà, c'est une vraie passion de geek parce que du coup, les trois quarts des gens fabriquent eux-mêmes leur drone FPV. Voilà, moi, je bosse régulièrement avec Stéphane Guigné, qui est un grand pilote, et il a différents types de drones. S'il veut aller vite, s'il veut avoir un drone maniable, s'il veut avoir un drone qui puisse monter, s'il veut avoir un drone qui puisse durer dans le temps. Donc, ils fabriquent eux-mêmes leurs drones. Ok. Bon, et peut-être pour terminer, une dernière question, Marc. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner à un jeune photographe qui aurait envie de marcher dans tes pas? Je l'attendais, celle-là. Un jeune photographe, lui donner un conseil. Ben, en fait, je pense que le meilleur conseil que je pourrais lui donner, je vais pas être très original, hein, mais c'est de partir sur le terrain. Et s'il a la chance de pouvoir s'entourer d'athlètes qui ont un petit peu déjà de bouteilles, Mhm. voilà, je pense que ça pourrait être le meilleur des conseils que je puisse lui donner. Et puis, ne pas partir avec trop de matériel, être le plus léger possible. Voilà. Et si un dernier conseil, de ne pas être trop mauvais en manip de corde. Ok, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Marc, pour tout ce que tu nous as raconté sur ton métier qui est passionnant.